bah ça alors, un nouvel épisode de l'épopée rétro, un an après l'avoir conclu. Ouais, c'est un petit bonus, vu que dans le premier épisode, j'avais assez vite survolé l'Atari 2600 pour me concentrer sur la NES, j'ai pas trop parlé des jeux vidéo des années 70, parce que je m'en foutais, mais dernièrement, je me suis fait la compilation Atari 50 que je vous conseille grandement, et qui retrace dans l'ordre chronologique l'histoire d'Atari et de ses différentes consoles, et ça m'a passionné, tellement que j'avais envie de vous en parler. Notre histoire commence avec Pong, votre jeu vidéo préféré bien sûr, qui est arrivé en 1972 sur une borne d'arcade, donc ça a été le premier jeu vidéo qui a eu un succès commercial, on va dire, et ça a entraîné du coup beaucoup de constructeurs à fabriquer leur version consolisée de Pong à brancher sur sa télé. Il y a eu plein de différentes entreprises qui ont fait ça, Atari notamment, mais par exemple même Nintendo a eu sa propre version de Pong. Donc tout ça, on peut appeler ça la première génération de consoles de jeux. C'était ultra rudimentaire, c'était tout le temps la même chose, mais en 1977, Atari bouleverse le game des consoles de salon avec l'Atari 2600, qui est la première machine, je pense, qui a démocratisé et popularisé le fait d'avoir des cartouches interchangeables sur sa console. En plus, t'avais des switches sur la console pour changer les options du jeu, donc assez souvent, sur la jaquette des jeux, tu avais écrit 66 jeux en un, et en fait, c'est juste des petites variations, tu peux bouger ton perso en diagonale, bim, c'est un nouveau jeu. Donc ils abusaient un petit peu sur le nombre de jeux, mais l'idée était là, tu changeais de cartouche, et tu changeais d'univers. Même si peu importe l'univers, ça restait quand même globalement très moche, pas très coloré, mais il y avait des couleurs. C'était horrible le son, c'était pas très jouable, parce que là, moi j'y joue sur Switch, donc j'ai une vraie croix, mais à l'époque, tu jouais avec un joystick ultra rigide, ultra dur, qui se tenait avec la main droite. Ça, on a tendance à l'oublier, mais le bouton d'action, c'était avec le pouce gauche, et donc ça colle pas du tout à nos habitudes gaming aujourd'hui, quand on tient un joystick à pleine main. Vous l'aurez compris, l'Atari 2600, c'est pas une ludothèque que j'adore, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant de constater le travail de D-Make, encore une fois, parce que le principal argument de l'Atari 2600, c'était de reprendre des grands classiques d'Atari, des bornes d'arcade, et de les adapter au marché salon sur une console bien moins puissante. Et donc parfois, il fallait faire preuve d'ingéniosité pour voir comment est-ce qu'on pouvait capturer l'essence du jeu sans pourtant garder tout l'aspect technique. Parfois la conversion était ratée, parfois ça marchait très bien, et donc c'est ça que je trouve intéressant à constater quand on joue à l'Atari 2600. Mais c'est pas tout, c'est aussi l'arrivée de tout nouveaux styles de jeu pour l'époque, avec Adventure en 1980 qui fait entrer le jeu vidéo dans une nouvelle ère qui quitte un peu sa philosophie arcade, où t'as pas de score. Là, le but, c'est d'avancer dans des labyrinthes, dans un jeu d'aventure qui va inspirer énormément de licences par la suite, y compris Zelda. Même si je vous cache pas qu'à jouer aujourd'hui, c'est vraiment de la merde. Et en progressant dans la fresque chronologique de la compilation Atari 50, j'ai aussi pu découvrir une nouvelle technologie pour l'époque, c'est les graphismes vectoriels. En temps normal, ça me fait rien, mais là, moi, vu que je passe du temps sur des jeux avec des sprites hyper moches, découvrir une nouvelle technologie qui change un peu la présentation et la mise en scène des jeux vidéo de cette époque, là, des années 80, j'avoue que ça m'a donné une petite claque. Parce que les graphismes vectoriels composés de petits fils, ça permet des techniques de rendu qui sont totalement différentes que quand tu dois jouer avec des sprites. Ça permet pas d'avoir des personnages remplis entièrement de pixels, ni d'avoir de la couleur, mais ça permet notamment des zooms ultra fluides sur un terrain de jeu, et ça c'était impossible avant. Et j'aime bien quand je me replonge dans l'histoire du jeu vidéo, voir c'est quoi les nouvelles technologies qui ont permis de proposer des nouvelles idées visuelles ou même de gameplay. Par exemple, Tempest qui est sorti en 1981, on a du mal à se l'imaginer avec des sprites classiques. Comment est-ce que tu aurais pu rendre cet effet de profondeur avec les ennemis qui viennent du fond de l'écran ? Mais ça, bien sûr, ça se passe sur borne d'arcade parce qu'il faut avoir un moniteur qui permet d'afficher ce genre de graphisme. Sinon, il y a Quantum aussi que j'ai trouvé assez original pour l'époque parce que sur la borne, il n'y avait pas un stick ou des boutons traditionnels. Ça se jouait avec une trackball qui permettait donc des déplacements analogiques avec de la nuance et pas juste dans 8 directions. Donc avant même l'arrivée du joystick analogique. Mais là, sur la compile, j'y joue avec le joystick et ça marche super bien. On reste dans les gameplays avant-gardistes avec Black Widow, un twin stick shooter avec des araignées.
en 1983. Un joystick pour se déplacer, un joystick pour tirer, c'est toujours hyper moderne comme méthode de contrôle. Et on n'arrête plus le progrès, Major Havoc, c'est ouf, à cette époque, dans un même jeu, t'as plein de gameplay différents. Du shooter, du breakout, de la plateforme. Donc tout ça pour dire qu'avec du recul, les jeux sont peut-être pas très fun à jouer aujourd'hui, mais il y avait de la créativité. Même si, comme je vous l'ai dit, cette technologie, elle venait de l'arcade, et vous le savez, dans cette épopée, on se concentre surtout sur les consoles de salon. Mais c'est pour ça que je vais évoquer quand même la Vectrex, donc c'est pas fait par Atari, mais c'était une console qui se branchait chez soi et qui avait justement un écran qui permettait d'afficher des graphismes vectoriels pour jouer à ce style de jeu chez soi. Et ce, dès 1982, donc c'est arrivé assez tôt cette technologie dans les salons finalement. Et c'était marrant, à l'époque chaque jeu était vendu avec une sorte de papier calque que tu mettais sur l'écran de ta Vectrex pour simuler de la couleur, parce que sinon, bien sûr, cet écran n'en affichait pas. Ça permettait de simuler un background, et en vrai, le rendu est assez convaincant, je trouve. Ça permet d'éviter que tous les jeux aient exactement la même gueule, comme sur le Virtual Boy où tout était rouge. Donc la Vectrex, c'était chouette, mais on retourne sur Atari 2600, avec Real Sport Volleyball. Il paye pas de mine, mais honnêtement, c'est un des jeux les plus jolis et les plus maniables que j'ai pu faire sur l'Atari 2600. D'accord, c'est un peu moins sexy que Dead or Alive Extreme Beach Volley, mais de peu. Moi, il m'excite ces pixels. Puis plus les années passent, plus on a des jeux qui visuellement sont de plus en plus sophistiqués, plus complexes aussi dans leur mécanique. Là, vous avez un Star Fox version Atari. Et Fatal Run, un des deux derniers jeux Atari 2600, sorti 13 ans après le premier jeu de la console. Et justement, c'est marrant de voir, quand une console a vécu très longtemps, à quel point ses graphismes ont évolué entre le premier et le dernier. Là, la cartouche de Fatal Run, elle fait 32K de stockage, c'est-à-dire 16 fois plus que les jeux de lancement. Et ça permet d'avoir un scrolling quasiment propre, alors que justement sur l'Atari 2600, généralement c'était des écrans fixes. T'avais pas vraiment des types de jeux à la Super Mario Bros, avec le niveau qui scrolle en même temps que toi. Donc l'Atari 2600, c'est une machine plus intéressante historiquement que ludiquement, en ce qui me concerne, parce qu'elle combine deux trucs que j'aime beaucoup dans les consoles, et deux trucs qui vont souvent de pair, c'est le fait d'être poussé à bout dans ses retranchements techniques, et le deuxième truc, c'est de vivre très longtemps. Et souvent, plus une console vit longtemps, plus elle est poussée dans ses retranchements techniques. Mais il faut se rappeler que l'Atari 2600, c'était seulement la deuxième génération de consoles de jeu, et à l'époque, le concept de cycle de console, ça n'existait pas. On savait pas au bout de combien de temps il fallait renouveler la gamme avec une nouvelle technologie, et ça, elle en a payé le prix, puisqu'il y a eu le fameux crash du jeu vidéo en 1983, parce que les gens se sont désintéressés de voir tout le temps la même chose. Aujourd'hui, on l'a assimilé que dès que les gens commencent un petit peu à se désintéresser, on sort une nouvelle console, mais rappelons qu'à l'époque, ça, on le savait pas. Atari continuait d'expérimenter avec d'autres types de hardware, et c'est comme ça qu'en 1979, ils se sont lancés dans le PC. Ils ont sorti l'Atari 400 et l'Atari 800 en même temps, qui était un peu la version pro. Ça permettait de faire de la bureautique, mais aussi de faire des jeux. Et en tant que machine de jeu, c'était un peu plus puissant qu'une Atari 2600, si bien que plus tard, quand Atari a sorti une nouvelle console de salon, l'Atari 5200, elle a repris grosso modo les specs techniques de son PC précédent, donc l'Atari 800. Et avec cette nouvelle console, c'est tout un nouveau monde de jeux vidéo qui s'ouvrait à vous. Voilà Missile Command dans sa version 5200. Vous la sentez la next-gen par rapport à la 2600 ? Non ? Bah vous n'êtes pas les seuls, puisqu'elle a bidé. Elle proposait pas grand chose de plus par rapport à la 2600, si ce n'est une manette avec une forme encore plus chelou, et un stick analogique, attention, mais qui revenait pas au centre quand tu déplaçais le stick. Donc il paraît que c'était ultra désagréable à jouer. Et la grosse erreur à l'époque, c'est d'avoir pas permis à la 5200 d'être rétro-compatible avec les cartouches 2600 nativement. Et puis quand le crash du jeu vidéo s'est calmé, que Nintendo et Sega sont rentrés dans la course, Atari, ils ont fait un comeback avec l'Atari 7800 en 1986. Et elle, par contre, elle était rétro-compatible 2600. Et elle débarque en pleine période NES Master System. Ce qui explique sans doute pourquoi elle était vendue avec plusieurs types de manettes, et notamment une sorte de réplique de la manette NES, avec une croix et deux boutons. Là, on commence à voir une évolution flagrante en termes de graphisme par rapport à la première Atari 2600. Qui d'ailleurs s'appelait pas Atari 2600 à son lancement, c'est après quand ils sont mis à mettre des numéros à côté de tous leurs produits, ils se sont dit bon la première on va l'appeler 2600.
Et jusque dans les années 90, ils continuaient de sortir des variations de cette 2600 avec la 2600 Junior. Mais donc si on compare les graphismes d'Astéroïde par exemple sur Atari 2600 et sur 7800, bah on voit bien que les sprites sont plus détaillés et on se rapproche enfin un peu du rendu de Nintendo et de Sega, même si en beaucoup moins joli quand même. Je trouve que ça reste toujours très cheapos et on ressent toujours la vibe Atari de l'ère 2600 avec des backgrounds quasi toujours inexistants. Des fonds noirs tristes, parce qu'à ce stade, je trouve qu'Atari a arrêté d'innover et continué de recycler encore une fois leurs vieux classiques arcade. Donc là où la concurrence commençait à proposer des nouveaux styles de jeu pour se différencier, bah Atari ils avaient l'air de plus trop savoir comment faire du jeu vidéo, alors ils ressortaient leur succès passé. Même s'il y a quelques exceptions comme Ninja Golf qui est sorti en fin de vie, qui est légèrement plus ambitieux parce que le concept c'est que tu fais du golf, et à chaque fois que tu tires, bah tu cours jusqu'à ta balle et tu te bats contre des ennemis en chemin. Ou encore Scrapyard Dog, qui est un des rares jeux d'action plateforme de la machine, donc on comprend. Mais sérieusement, en 1990, Super Mario Bros 3 était déjà sorti. Hein. Qui avait envie de jouer à ça? Mais ne partez pas tout de suite. Si vous vouliez vous consoler avec du Nintendo, et bah sachez qu'il y en avait aussi sur console Atari. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a une version de Donkey Kong, tout à fait jouable, qui est sortie sur 7800. Ça va un peu vous rappeler la version NES jusqu'à ce que vous allumiez le son. Qui est absolument abominable, parce que la puce sonore de la 7800, je crois, elle a pas changé depuis l'Atari 2600, donc les musiques, les bruitages, c'est toujours aussi horrible. Là où sur NES et Master System, tu commençais déjà à avoir des bêtes de son en comparaison. Sur Atari 7800, il y a même eu Mario Bros, la version chiante en coop, pas le Super Mario Bros. C'est pas un jeu que j'adore, mais au milieu du reste de la ludothèque Atari, ça m'a fait relativiser mes standards. En fait, c'est pas mal. Si j'ai choisi de terminer avec des jeux Nintendo, c'est pas pour rien. C'est parce que cette vidéo s'achève, et c'est l'occasion pour moi de vous rediriger vers le premier vrai épisode de mon épopée, si vous l'avez pas encore vu, ou si vous voulez le revoir, pour constater par vous-même à quel point la NES, c'était quand même autre chose que l'Atari 7800.